Maintenant, pendant 6 ans, depuis 6 ans que je suis au Parti québécois, on n'a pas caché qu'on était des indépendantistes. Mais disons qu'on ne l'a pas affirmé de façon aussi vigoureuse, avec autant d'énergie puis avec autant de clarté que c'est le cas depuis l'arrivée de Pierre Karl. Et je peux vous dire que pour moi, en tout cas, c'est une source de motivation incroyable que de pouvoir travailler à côté de Pierre Karl. Pierre Karl, et je pense que vous le savez, il incarne la réussite économique. Il incarne le succès économique des Québécois. Vous savez à quel point on a été longtemps confinés pendant... jusqu'à la Révolution tranquille, on a été confinés à des postes secondaires, à des postes on ne dirigeait pas notre économie était contrôlée par d'autres. Et à partir des années 60, a émergé une classe d'entrepreneurs, dont entre autres le père de Pierre Karl, évidemment, qui se sont lancés en affaires. Et puis Pierre Karl a hérité d'une entreprise florissante, mais il l'a fait atteindre de niveaux encore plus élevés et il a poursuivi la lancée de l'entreprise dont il avait hérité. Et moi, je pense que c'est exceptionnel pour le Parti québécois d'avoir un homme comme Pierre Karl à sa tête. D'autant que je vous apprendrai rien en disant ça. Je pense que les Québécois sont fiers de leur culture, sont fiers de leur langue, ils sont fiers de leur folklore, sont fiers de leurs origines. Et c'est sûr que ces éléments de fierté sont à la base de notre volonté de nous faire un pays. Hein. On veut faire émerger au sein du Concert des Nations un peuple qui est distinct, un peuple qui a ses particularités, puis ses beaux côtés, ses belles choses, et puis qui a des choses à dire au reste du monde. Mais ce qui a freiné les Québécois, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas assez fiers de leur langue, puis c'était pas parce qu'ils n'étaient pas assez fiers de leur culture, c'est pas pour ça qu'on n'est pas indépendant. Parce que pour plusieurs d'entre eux, ils avaient peur. Ils avaient peur qu'au plan économique, ça ne marche pas. Et je pense que le dernier pas qu'il faut faire franchir au peuple québécois, c'est un pas qu'ils vont franchir le jour où on les aura convaincus, on leur aura démontré que d'être un pays, ça peut leur permettre de s'enrichir, ça peut leur permettre d'être encore mieux. Et qui d'autre, et qui de mieux indiqué qu'un des chefs d'entreprise les plus importants du Québec pour réussir ce tour de force, hein, parce que ça va être difficile, on a du travail devant nous, mais qui d'autre donc ce chef d'entreprise qui a eu un grand succès pour réussir à convaincre les Québécois? Alors moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai appuyé dès le départ Pierre Karl. Je vous le présente et je l'accueille avec... je vous invite à vous joindre en moi pour l'accueillir. Pierre Karl Péladeau, mesdames et messieurs. Alors, c'est vrai que mon père a été une grande source d'inspiration en ce qui me concerne. Et c'est une source d'inspiration pour une grande partie des Québécois. Parce qu'il est issu de cette volonté de faire en sorte justement que nous nous prenions en main, que nous maîtrisions notre économie, que nous nous affirmions et que nous nous émancipions d'être autre chose que de la main-d'œuvre pour des capitaux étrangers. Pour ce faire, il y a des hommes et des femmes qui nous ont précédés et qui se sont trouvés être comme tous les peuples qui veulent se développer, suffisamment allumés pour considérer que le plus important investissement qu'une collectivité pouvait faire, c'était d'investir dans l'éducation. Alors tout ça est devenu... Tout ça est venu en parallèle. Alors qu'antérieurement, le pouvoir était réservé à une élite de francophones, mais l'éducation et son accessibilité a fait en sorte que dorénavant, tout le monde, ou une tentative de faire en sorte que tout le monde puisse prendre sa place au soleil. Et un homme comme mon père, il l'a pris. Et il a démontré que nous sommes capables de réussir aussi en affaires. On avait peur de l'argent. Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Pour pouvoir faire en sorte de convaincre ceux et celles qui ont des doutes. Ceux et celles qui pensent que l'indépendance va nous appauvrir. Ceux et celles qui pensent que l'indépendance va faire diminuer le prix de leur maison. Parce que nous savons fort bien quels vont être les arguments des fédéraux. Ils sont toujours les mêmes. Ils ont été les mêmes ici, au Québec, comme ils sont les mêmes en Catalogne, comme ils sont les mêmes en Écosse. Alors, nous devons nous engager résolument dans cette démonstration et dans cette démystification
de la fameuse péréquation. Là, nous avons aujourd'hui un gouvernement libéral qui est suffisamment mesquin pour couper dans l'éducation. Des fois, on se pose même la question s'ils ne souhaitent pas que les Québécois redeviennent ignorants comme ils l'ont été à une certaine époque et essentiellement aptes à remplir des tâches qui n'étaient pas celles qui pouvaient leur donner toute l'occasion de s'affirmer. Espérons que les 3 années auxquelles nous allons faire face ne troublons pas ce Québec que nous avons bâti depuis les 50 dernières années. Espérons que les impacts ne seront pas aussi néfastes que nous aurons à faire des efforts considérables pour revenir simplement à la case départ où nous nous sommes trouvés. Le gouvernement libéral ne fait rien. Rien du tout pour l'économie. Alors que le gouvernement du Parti québécois a toujours été progressiste. Progressiste en sachant aussi également que nous devions nous donner les outils pour nous prendre en main économique. Alors, il y a eu M. Parizeau avec la création de la Caisse de dépôt, la Société générale de financement, Investissement Québec. Plus tard, il y a eu la création du Fonds de solidarité avec des incitatifs fiscaux pour faire en sorte que les Québécois puissent aussi participer à l'enrichissement collectif à l'intérieur de l'investissement dans leurs entreprises au Québec. Il y a eu les REA qui ont permis justement aux Québécois de se familiariser avec le capital, pas uniquement acheter des obligations d'épargne du Québec ou du Canada. Alors tout ça, et comme Nicolas en parlait tout à l'heure, bon, on laisse partir nos entreprises. Le Cirque du Soleil, Alcan, alors que, Nicolas le mentionnait, je ne suis pas de la première génération, bien sûr, mais je suis de la deuxième. Et je pense que c'est important justement que nous nous donnions suffisamment confiance pour dire, il y en aura une 3e, une 4e, puis une 5e génération. Et ce geste qui a permis justement une réorientation des activités de Québécois, je ne veux pas passer trop de temps, mais c'est un geste posé par M. Landry, qui avait la responsabilité de l'économie et des finances à cette époque-là. Il aurait très bien pu faire, imaginez-vous, si Couillard avait été au pouvoir, ben là, Rogers, ben oui, 45$ l'action, on vend ça. Qu'est-ce qui se serait produit? Ben, c'est simple comme bonjour. C'est simple comme on le lisait ce matin dans le Devoir, à propos de Bell et d'Astral Media. C'est 700 personnes qu'on a perdues. 700 emplois bien rémunérés. À chaque fois qu'il y a une entreprise qui se fait acquérir par une autre entreprise qui n'est pas localisée au Québec, à terme, ce sont des emplois que nous perdons. Alors, M. Landry avait une vision économique. Moi, j'adore les neurochirurgiens, mais je souhaiterais qu'ils puissent faire en sorte de réaliser le travail pour lequel la collectivité leur a confié une tâche, c'est-à-dire justement de pouvoir procurer des soins aux citoyens. Mais il y en a qui s'improvisent premier ministre et éventuellement experts en économie. Ils sont experts de rien du tout, absolument rien du tout. Alors quand M. Landry a pris cette décision de dire on va identifier une entreprise québécoise qui est susceptible de faire en sorte justement de maintenir le siège social de Vidéotron au Québec et nous donner en plus des outils avec un plan. Moi, mon plan d'affaires, et ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité, Jean Lapierre, ce matin à la radio, ou ce matin ou hier, il disait aux libéraux, attention là, ne devriez pas trop vous moquer. Ne devriez pas vous moquer de la perspective que souhaite donner M. Péladeau au Parti québécois. M. Péladeau, il a réussi en affaires parce qu'il s'est donné un plan d'affaires. Et j'en avais un plan d'affaires. C'était celui de la convergence. Un plan moderne qui faisait en sorte de jumeler ce qu'on appelait les télécommunications ou le contenant avec le contenu, c'est-à-dire l'information ou le divertissement. J'en avais un aussi pour faire en sorte que
cette entreprise qui était un monopole, s'engage à faire en sorte d'offrir un service à la clientèle, s'engage à faire en sorte que lorsqu'un employé procure un service ou une prestation à un client, mais qu'il se mette dans la peau d'un client et qu'il se dise « Moi, je souhaiterais également être servi de cette façon-là. » Et un des grands succès de Vidéotron depuis les 15 dernières années, ça a été justement son service à la clientèle. Cette attention toute particulière au client, mais un client aussi qui est un citoyen. Un client dorénavant qui a des alternatives, qui a des choix. Et pour pouvoir faire en sorte de le garder chez vous, de le convaincre, de continuer à le convaincre et de sortir ceux qui sont chez les concurrents pour les amener chez vous, bien, vous avez le travail nécessaire et requis de dire « J'ai un meilleur produit à un meilleur prix. » En tout cas, ça a marché pas mal fort en ce qui me concerne. Et il y en a des Monday Morning Quarterback, excusez-moi l'expression. Et puis on dit « Ah oui, mais là, on a perdu de l'argent, puis etc. » Premièrement, c'est même pas vrai. Et deuxièmement, imaginez l'argent que nous aurions perdu si Rogers avait acheté cette entreprise. Tous les emplois qui seraient partis purement et simplement. Et les exemples sont trop nombreux depuis les dernières années pour pouvoir encore une fois en témoigner. Regardez qu'est-ce qui reste du siège social de Provigo. Ben, 2-3 gars qui font du marketing. Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec le siège social de Fido. 2-3 gars qui s'occupent de faire japper le chien. Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec Alcan. Ils ont même perdu leur nom. Ça s'appelle Rio Tinto, alors que Alcan, ça a été une fierté pour nous, même si, en grande partie, durant de nombreuses années, ce sont des anglo-saxons qui détenaient le capital. Donc, le plan d'affaires sur lequel je vais travailler, et vous savez, j'ai toujours énormément de plaisir de venir dans ces assemblées, évidemment pour vous rencontrer, mais aussi et surtout, et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, d'échanger avec vous, de vous écouter et de faire en sorte justement de m'imbiber, de m'inspirer de vos réflexions. Et ça, c'est essentiel pour un chef de parti. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai répété cette semaine, nous l'avons mentionné durant le caucus qui s'est tenu mercredi, également durant celui de Rimouski qui s'est tenu il y a une dizaine de jours. Oui, un député est élu pour représenter ses électeurs et ses électrices, les citoyens de sa circonscription, mais au Parti québécois, nous sommes surtout et avant tout un député du Parti québécois et nous avons une action politique à rencontrer et à faire en sorte de disséminer, de diffuser le plus largement possible. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Je suis allé en Gaspésie. Je suis allé à la base Côte-Nord la semaine dernière, à Havre-Saint-Pierre, Anticosti, à Bécomo, à Sept-Îles, à Passepébiac, dans la baie des Chaleurs, Matapédia, Matane, Rimouski. Nous allons continuer à faire en sorte d'aller à la rencontre des citoyens. Et il y a ce format que j'apprécie énormément, qui s'appelle une assemblée citoyenne, dans laquelle nous invitons les citoyens à venir échanger, à venir poser des questions, à venir nous procurer des sources d'information, des sources d'inspiration, pour qu'on puisse être en mesure de faire en sorte de composer, de proposer le meilleur programme pour les Québécois et les Québécoises, celui que nous aurons en 2018 lorsque nous allons nous présenter aux élections. Alors, oui, les défis sont nombreux et nous avons eu l'occasion d'en parler. Il y a la bonne et la mauvaise nouvelle, vous la connaissez probablement parce que je l'ai répété, mais je tiens à réitérer aujourd'hui parce que nous en parlions tout à l'heure. La bonne nouvelle, on commence par la mauvaise, c'est qu'on a perdu les élections. La bonne nouvelle, c'est qu'on a perdu les élections. Et que nous avons 3 ans. 3 ans devant nous pour faire notre argumentaire concernant l'indépendance. Depuis de trop nombreuses années,
nous avons eu comme des inquiétudes, des craintes, même éventuellement des peurs de parler de l'indépendance. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre que s'il y a quelque chose qui nous unit, et heureusement, et vous avez certainement pour plusieurs d'entre vous entendu cette semaine cet appel avec Véronique Yvon, aux autres forces souverainistes au Québec, de se rassembler parce que nous partageons un seul et unique objectif, celui de faire du Québec un pays. Et après ça, lorsqu'il sera un pays, notre Québec, ben, il pourra procurer une ouverture, une place, une représentation à toutes les sensibilités politiques qui existent également dans les autres pays. Prenons exemple sur ce qui est en train de se produire en Catalogne, où un parti de gauche ou un parti de droite, plutôt de centre-gauche et de centre-droit, s'unissent pour faire en sorte que le 17 septembre prochain, durant leurs élections régionales, ils puissent élire une majorité de députés dans leur Parlement régional et obtenir également une majorité absolue au niveau des voix. Et à partir de ce moment-là, lorsque la Catalogne sera un pays, il sera gouverné comme tous les autres pays. Une certaine période à gauche, une autre période à droite, au centre. De toute façon, on sait fort bien dorénavant que toutes les démocraties sont gouvernées au centre depuis des décennies et des décennies. On a vu le triste exemple de ce qui s'est produit récemment en Grèce avec Syriza. Écoutez, on avait un parti quand même très à gauche qui a été obligé de signer les accords que leurs créanciers leur ont imposés. Alors, M. Tsipras est peut-être très courageux. Nous souhaitons de se faire réélire puisqu'il a déclenché des élections. Mais, chose certaine, là, il va être en vive concurrence également avec le retour des partis qui vont être plus au centre. Espérons qu'ils vont être débarrassés de la corruption. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais, bon, on a déjà eu des problèmes comme ça ici au Québec il y a quelques années. Ah, on va voir qu'est-ce que ça va donner aussi. Pas la commission Robillard, on le sait, c'est une commission politique pour nous déposséder de ce que nous avons bâti depuis les dernières décennies, mais de la commission Charbonneau. On verra bien ce qu'il y a là-dedans, mais c'est pour probablement bientôt. Alors, tout ça pour dire que, oui, les défis sont nombreux, Tony. Le défi d'aller parler à notre jeunesse, d'aller l'écouter, d'aller s'abreuver, s'inspirer, et de faire en sorte également d'être le véhicule de leurs aspirations. C'est pas une mince tâche. C'est pas une mince tâche parce que, avec le gouvernement libéral de Jean Charest au pouvoir pendant plus de 9 ans, ils ont développé un cynisme à l'endroit de la classe politique. Et honnêtement, on peut difficilement dire qu'ils avaient tort. Alors oui, il va falloir aller à leur rencontre. Oui, il va falloir leur redonner la parole. Oui, il va falloir combattre chez eux leur cynisme en leur disant « C'est pas vrai que nous allons vous consulter dorénavant seulement une fois aux 4 ans. » On va essayer de se mettre des outils pour faire en sorte que cette démocratie soit beaucoup plus ouverte. Cette démocratie puisse leur donner l'occasion de s'exprimer sur des questions nationales, des questions concernant notre langue, des questions concernant notre énergie, le développement de notre énergie, des questions concernant le transport, du pétrole, des questions fondamentales pour le développement qui sera le leur durant les prochaines décennies. Alors, ce sont des défis qui sont, il ne faut pas se raconter d'histoire, pas simples, qui vont exiger rigueur, discipline, qui vont exiger effort et énergie. Mais vous pouvez compter sur moi pour être présent dans cet exercice. Et nous allons le faire aussi pour l'ensemble de la population. Là, ces tournées ont démarré et elles vont très rapidement venir ici. Ici, dans ce que j'appelle le grand beigne montréalais. Le grand beigne de la région métropolitaine, celle qui part de Saint-Eustache pour s'en aller jusqu'à l'Assomption et qui repasse du côté de Sanguinet, sur la rive nord. Parce que ce sont... Et ça a toujours été, durant les précédentes décennies, des terres
de patriotes, des terres d'hommes et de femmes qui étaient fiers de leur pays, des terres qui ont été fréquentes à voter pour le Parti québécois, à voter pour cette affirmation, à voter pour cette émancipation. Et nous devons reconquérir, nous devons également faire en sorte, dans une perspective nettement plus économique, surtout chez nos jeunes. Ils veulent s'assurer que lorsque le Québec va être indépendant, comme le disait Nicolas, que le prix de leur maison ne diminuera pas, que leur niveau de vie ne diminuera pas, que le potentiel qui leur est procuré par la continuation des investissements que nous allons faire dans l'éducation ne diminuera pas, que les alternatives, que l'avenir que nous réservons à ce projet de pays va être un avenir radieux, un avenir riche, et qu'au contraire, la situation dans laquelle nous a plongé le gouvernement fédéral depuis les 30 dernières années, depuis cette promesse, soi-disant, de pouvoir nous donner les outils nécessaires pour nous développer, cette fausse promesse de Pierre Trudeau, qui s'est avérée un leurre absolument renversant. Mais là, la démonstration est faite que les 48 milliards que nous envoyons à chaque année valent beaucoup plus qu'un chèque de péréquation, un soi-disant chèque de péréquation que nous recevrions à chaque année, comme si nous avions besoin d'aumône, alors que nous avons tous les outils pour réussir. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir.